Dans la première partie de cet épisode, nous avons défini en quoi consiste l'exercice de bilan d'émissions de gaz à effet de serre avec Olivier Papin, directeur chez Nepsen Transition. Nous avons notamment évoqué la collecte de données, les facteurs clés de réussite d'un BGS et les conseils pour faire de ce bilan un outil efficace pour construire son plan de transition. Je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Pour cette deuxième partie, je vous propose d'aller voir auprès d'une entreprise ce qu'a donné cet exercice de bilan. Le laboratoire Sciences et Nature a réalisé son premier BGS en 2008 et a depuis beaucoup progressé sur son parcours de transition bas carbone. Olivier Guilbault, co-dirigeant du laboratoire Sciences et Nature, va nous raconter cette expérience. Alors, bonjour Olivier Guilbault. Est-ce que vous pouvez commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, par vous présenter et aussi présenter le laboratoire Sciences et Nature ? Oui, bonjour Suzy. Écoutez, je suis effectivement Olivier Guilbault, le co-dirigeant du laboratoire Sciences et Nature. Laboratoire Sciences et Nature, qui est une entreprise familiale que je co-dirige avec mon frère Antoine, qui a été fondée voilà presque plus de 50 ans, qui est active sur le marché des produits cosmétiques et des produits d'entretien, qui depuis toujours sont d'origine écologique et même biologique, avec un savoir-faire industriel très fort qui s'exprime sur le domaine agricole, de l'ancien domaine agricole de mon grand-père, dans les Deux-Sèvres, à Noël-les-Aubiers. Et en fait, nous avons un socle industriel, une vraie ADN autour de l'écologie, qui permet à plusieurs marques de proposer à nos clients ce savoir-faire. Donc, à commencer par Body Nature, en vente à domicile, avec un réseau de conseillères sur toute la France, qui propose une expérience relationnelle, mais également Centifolia, l'intelligence des plantes au service de la vitalité de la peau, donc la cosméto-botanique pour les clients des réseaux spécialisés bio, et puis également Guérande Cosmétique, qui concentre le pouvoir des homères, des salines de Guérande, qui travaille autour des sciences thalassiques à découvrir en réseau spécialisé bio et en institut de beauté. Et puis nous avons également dans le cadre professionnel une marque qui s'appelle ProSense, qui est plus destinée aux collectivités, aux industriels, l'univers de l'hygiène professionnelle, qui fonctionne très très bien également. Et puis pour finir, nous proposons notre savoir-faire à la fois formulation, production, pour le compte de marques nationales ou de marques de distributeurs, donc puisque nous fabriquons pour un certain nombre d'autres marques, pour compléter le tout. Et j'allais oublier un point important qui reste Odyssée Nature, qui permet à nos clients, à des entreprises ou à des associations ou même à des scolaires de venir visiter l'entreprise. Nous sommes sur un site qui fait 25 hectares. Visiter l'entreprise pour finalement savoir comment on peut concilier l'ensemble des sphères sociales, sociétales, environnementales, économiques. Donc, comment on peut faire de la RSE en vrai, en concret, à travers un circuit de visite. D'accord, merci beaucoup, très intéressant. Du coup, Olivier, qu'est-ce qui vous a amené à réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ou autrement dit un BGS ? Alors le BGS, alors qui s'appelait pas tel que en 2008 quand on a pris la décision de faire un bilan carbone, puisqu'on était plus sur la logique de bilan carbone, finalement c'était une poursuite logique par rapport à tout ce qu'on a toujours fait au niveau de l'entreprise, dans le sens où on cherche à être mieux-disant par rapport à tout le périmètre périphérique à l'économique. Et il y avait un aspect carbone qui émergeait, un aspect de réchauffement climatique qui était un sujet de plus en plus important. Et finalement, le bilan carbone qui était fraîchement disponible pour les entreprises permettait d'objectiver le subjectif, permettait de mettre des chiffres, de poser un état des lieux pour corriger une trajectoire le cas échéant. Et c'est donc tout naturellement qu'en 2008, on a réalisé notre premier bilan carbone qui permettait le cas échéant d'anticiper un impact réglementaire et de peut-être être un peu en avance de phase.
Et alors, comment vous y êtes pris pour démarrer cet exercice de bilan carbone? Alors, cet exercice, c'est une bonne sémantique, je pense. L'exercice bilan carbone, c'était quelque chose de nouveau et de a priori assez compliqué puisqu'il fallait faire appel à une méthodologie, il fallait faire appel à des facteurs d'émission spécifiques, avoir accès à des bases de données. Donc, on ne pouvait pas le faire seul et donc on a naturellement fait appel pour ce type de sujet d'expertise donc à un expert, donc le cabinet ESSIC, en l'occurrence Olivier Papin, qui est devenu cabinet Nepsen, et Olivier qui, je me souviens, ça m'avait marqué puisque il m'avait indiqué être formateur de formateur de bilan carbone. Et il avait été lui-même formé par Jean-Marc Jancovici qui a inventé la méthode et ça, j'avais trouvé ça assez remarquable. Voilà. Et alors, on va s'intéresser un peu maintenant au périmètre et à vos différents postes d'émission. On va commencer par ça d'abord. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le périmètre de votre bilan? Alors le périmètre du bilan, dès le départ, finalement, on a voulu être le plus large possible, donc englober le, le spectre le plus important, ce qu'on appelle le scope 3. Donc on intègre à la fois l'amont de nos activités sur le site en propre, et l'aval avec l'usage des produits, ou en tout cas jusqu'à la phase de commercialisation. Donc on est le plus exigeant, le plus sévère possible avec nous pour être sûr de rien oublier. C'est effectivement ce que Olivier Papin nous a dit dans le premier épisode, que c'est important d'avoir un spectre qui soit le plus global possible. Et alors, sur vos différents postes d'émission, quels sont-ils? Alors les postes d'émission, donc comme je le disais en préambule, nous sommes à la fois des industriels et à la fois des commerçants. Donc sur la chaîne de valeur qu'on qualifie en interne, on parle de la fleur au flacon. On est du producteur au consommateur. Chez nous, c'est de la fleur au flacon puisqu'on cultive un certain nombre de matières premières sur le site qu'on transforme, on conçoit les produits, on les fabrique, on les conditionne, on les stocke, on les expédie, on les vend. Donc on a vraiment la chaîne de valeur qui bien souvent dans d'autres schémas est séparée par différentes entreprises et donc ce qui fait qu'on peut avoir un impact large, ce qui rajoute de la difficulté à justement cet exercice puisqu'il faut être à la fois avec un regard industriel, un regard commerçant, service, voilà. Et donc ce qui fait qu'on touche finalement à tous les impacts qu'on peut avoir, à commencer par le produit, puisque l'intrant, donc le contenu, donc ce qu'on a dans nos formules finalement, c'est ce qui pèse aujourd'hui le plus lourd en termes de poids dans la totalité du bilan. Et le deuxième poste, c'est les contenants, donc les emballages, emballage primaire, emballage secondaire, emballage tertiaire, même avec les palettes, les cartons, les films, etc. Donc contenant, contenu sont les deux postes les plus importants. Et puis logiquement, ces contenants et ces contenus, il faut les amener au niveau de l'entreprise, il faut les expédier, et donc les déplacements sont le troisième poste le plus impactant sur ce bilan. Et ça n'a pas changé fondamentalement depuis le premier bilan carbone de 2008 et le précédent qui était sur l'année 2020. Donc on va attaquer prochainement notre cinquième bilan carbone qu'on réalise tous les 3 ans. Et les proportions restent les mêmes en termes de poids sur les différentes lignes. Vous m'avez parlé enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des éléments qui ont l'air d'être vraiment spécifiques à votre activité. Est-ce que vous voulez peut-être développer un peu plus là-dessus, sur ce qui fait que votre bilan carbone est vraiment spécifique à vous? Alors, le bilan carbone du laboratoire Sciences et Nature, il est effectivement propre, puisque comme je le disais, on a toute la chaîne de valeur. Alors, on pourrait imaginer un bilan carbone par poste de valeur pour pouvoir se comparer avec d'autres entreprises. Ça, c'est un point qui est pas encore complètement abouti en termes de comparabilité des bilans carbone entre entreprises, puisque les périmètres sont pas les mêmes, scope 1, scope 2, scope 3. Donc le scope 3, c'est déjà le plus important. Ce qui fait que de notre côté, on a
délibérément choisi de se comparer classiquement avec nous-mêmes et d'évoluer dans le temps en cherchant à s'améliorer avec nos propres performances avant d'aller se comparer peut-être de façon plus précise sur certains postes où c'est plus facile. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on a un bilan carbone qui, je pense, est particulier, ce qu'avait souligné Olivier Papin à l'époque, avec qui on avait réalisé ce premier bilan, qui tient à 3 éléments. Le premier, je pense, c'est que nous proposons des produits écologiques qui sont issus de matières premières renouvelables, naturelles. Ce qui fait que le poids de ces matières, le poids de ces intrants, du contenu de nos formules, il est logiquement bien moins impactant que si ces intrants étaient d'origine fossile ou d'origine de synthèse. Donc ça, c'est un premier élément qui tient à notre modèle. Le deuxième élément, c'est que nous cherchons avant tout à produire sur une logique de Made in France. Et donc près de 85% de nos approvisionnements sont origine France, ce qui peut être différent quand on est dans une logique beaucoup plus globale. Et puis le troisième élément, c'est que avant que les débats arrivent sur les contenants plastiques, verres, etc. Dès le départ, on a réfléchi à l'usage des produits. Et par exemple, le propre chez Body Nature, qui est un nettoyant multi-usage universel, le propre, c'est 1 litre de produit proposé dans un flacon plastique qui s'utilise avec des pistolets vaporisateurs. 1 litre de produit permet de faire 300 litres de produits prêts à l'emploi, à l'usage, pour nettoyer le sol, le plan de travail, etc. Donc, il y a des dilutions qui permettent de partir d'un produit concentré et d'économiser du carbone, parce que économie de transport, économie d'emballage, économie de tout un tas de choses. Et sur différents produits, à la marque Body Nature en particulier, on a des gels douche concentrés à diluer, mais également avec ProSense en hygiène professionnelle, on a des dilutions de l'ordre de 1% ou 3%, voire moins. On permet d'avoir avec un produit un impact déjà réduit parce qu'on a fait le choix de la concentration. Et donc ces 3 éléments, matière d'origine renouvelable, le sourcing français, des produits concentrés où on réfléchit à l'usage d'abord, permettent de constater que finalement le bilan il est environ 30% moins émissif en carbone que si les matières n'étaient pas d'origine renouvelable, naturelle, pas française, et les produits étaient avec beaucoup d'eau, pour faire simple. Et ce qui fait que cette constante depuis 2008, elle se vérifie et elle s'accentue avec au fur et à mesure que nous accentuons nous aussi en fonction des percées technologiques possibles, la concentration de nos produits, l'amélioration des emballages, etc., etc. Donc oui, on est vraiment, je pense, un peu atypique par nature. Et au-delà de ce travail que vous avez fait donc sur les emballages, quels sont vos grands axes de travail que vous avez définis pour obtenir, pour atteindre votre objectif de réduction? Alors l'objectif de réduction, il est en fait, quand on fait un bilan, on ne sait pas à quel chiffre on va atterrir. On n'a pas d'idée de réduction possible. Le premier point, c'est d'abord qu'est-ce qu'on a comme impact. Et le deuxième, c'est d'analyser. Je me souviens en 2008, on avait des débats sur les types d'emballage, PET, PEHD, PE. Et finalement, la base de données ADEME, avec les facteurs d'émission par type de plastique en l'occurrence, permettait d'orienter et de dire il faut plutôt tel type de plastique parce que c'est moins émissif que les autres. Donc déjà, c'était un premier élément très structurant pour se dire on va peut-être aller sur du PET parce que c'est plus facilement recyclé que du PEHD. Mais en tout cas, la trajectoire, on l'a pas au départ quand on fait son bilan carbone, hormis des a priori qui sont de dire tiens, on pourrait passer à de l'énergie 100% renouvelable ou de l'énergie solaire autoproduite, un certain nombre d'éléments. En tout cas, on a posé par rapport à ce premier bilan
toutes les pistes qui s'offraient à nous, et un peu plus de presque 15 ans après, on a actionné l'ensemble de ces leviers. Et il y en a d'autres qui sont apparus, il y en a qu'on n'a pas encore pu actionner au fur et à mesure. Alors pour l'exemple, on est aujourd'hui 50% autonome en énergie électrique parce qu'on a un parc de centrales photovoltaïques. Donc ça améliore l'impact carbone, même si le poids de l'énergie il est peu carboné en France. Mais en tout cas, cet aspect qui avait été souligné à l'époque, qui était quelque chose de militant pour se dire bah non, l'énergie c'est mieux d'être autonome, il devient économiquement intéressant. Donc le militantisme devient économiquement viable, surtout dans un contexte très inflationniste au niveau électrique. Premier exemple. Deuxième exemple, un peu plus difficile à mettre en œuvre, c'était par rapport au déplacement, l'électrification du parc des véhicules. Alors on était plus dans l'hybridation du parc avec des véhicules hybrides. Je me souviens j'ai eu 3 Prius différentes, et en fait on s'aperçoit que eh bien c'est bien de vouloir passer à de l'hybride ou de l'électrique, mais en fonction du mode de conduite, de l'usage qu'on a du véhicule, ça peut être une fausse bonne solution, parce que quand on fait des longs déplacements, quand on a besoin de transporter pas mal de cartons, de volume, les solutions électriques n'existaient pas et n'existent pas encore, et ne sont pas complètement satisfaisantes. Donc on est toujours en phase de recherche sur cet aspect déplacement, mais on impose à nos fournisseurs et à nos partenaires logisticiens un certain nombre de contraintes pour essayer de nous améliorer. On a également, je parlais du plastique tout à l'heure ou du verre, on intègre désormais dans quasi tous nos emballages des éléments recyclés, donc ce qui diminue le poids carbone avec du recyclé qui peut aller jusqu'à 75%, voire 100% sur certains contenants. Et puis on développe toujours plus les formules concentrées. On a toujours plus de travail sur nos intrants pour essayer de les localiser au plus proche, d'être le moins impactant. Mais c'est pas toujours facile. On est un maillon dans une chaîne globale, et finalement faire bouger les lignes, c'est pas toujours simple. Si je peux ajouter un exemple, en 2010, on a construit notre nouvelle unité de production, Cyprès, et cette nouvelle unité, donc 5000 mètres carrés, 8 millions d'euros d'investissement, a fait l'objet d'un calcul carbone. Calcul parce que un bilan permet de faire un état des lieux pour progresser. Un calcul, on fait le calcul, si on a des matériaux qui ont été construits et on se dit qu'il faut changer, c'est trop tard. Le bâtiment, il est construit. C'est pour ça qu'on parle de calcul. Je répète ce que m'expliquait à l'époque Olivier. Et en fait, ce bâtiment, dès le départ, on a choisi de faire un calcul carbone et donc de mesurer son poids. Et donc on a réuni l'ensemble des artisans, des corps de métier, donc maçons, charpentiers, etc., pour leur dire écoutez, voilà, vous avez été retenus, mais vous allez aussi contribuer à réaliser un bilan, un calcul carbone, et donc on aura besoin de vos données de déplacement, les poids de matériaux transportés, le type de véhicule, etc., etc. Et au début, il y avait une vraie appréhension ou un vrai refus. C'était, ça oscillait entre ces deux éléments. Mais bon, c'était le jeu, et tout le monde s'est finalement prêté à l'information et à compléter les différents documents. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était difficile au début de montrer le chemin et d'imposer quelque chose de nouveau qui n'était pas encore normé. C'était assez rigolo de voir que une fois que le bâtiment avait été construit, dans les plaquettes des différents prestataires, ils étaient fiers d'afficher que ils avaient fait leur premier bilan carbone et qu'ils pouvaient répondre à ce type d'exigence, et que ça devenait un levier commercial. Vous voyez. Ah oui, Donc c'est intéressant ça. c'est assez intéressant de creuser le sujet pour finalement essayer de lever des pistes d'amélioration où on sait que ce sera difficile parce qu'on va être peut-être peu à ouvrir la voie, mais qu'il faut le faire. Oui, ça permet d'embarquer d'autres acteurs aussi dans le processus, donc ça c'est vraiment
ce qu'on attend en fait et qui je trouve intéressant. Exactement, il y a un vrai rayonnement qui se fait et il faut surtout pas baisser les bras, il faut aller de l'avant. Oui, Quand on parle de contenants avec, on peut réduire des emballages en poids pour transporter le même contenu avec des contenants qui sont 75% moins lourds en plastique, par exemple, avec des bag-in-box, avec des toy packs. Tout ça, c'est des solutions qui n'existaient pas. Il faut oui. pousser les industriels, pousser les fabricants et ce qui est sûr, c'est que il y a un seuil où ça devient la norme. Mais en tout cas, il y a toujours des personnes qui se doivent de montrer le chemin. Et alors justement, vous en êtes où aujourd'hui dans ce parcours, donc qui est un parcours, d'amélioration continue, hein? C'est ce que j'ai, l'impression d'entendre de ce que vous nous racontez. Voilà, donc où vous en êtes? Alors le parcours, c'est un parcours de 50 ans, 51 ans même en 2023, et il reste encore beaucoup de chemin pour alors viser non pas la neutralité carbone, puisque je pense que ce sera un peu utopique, mais en tout cas de travailler à avoir le moins d'impact possible. Donc on travaille par rapport à des ratios de carbone chiffre d'affaires ou des ratios de carbone poids de produits fabriqués. Comme je le disais précédemment, il y a des solutions qui s'offrent à nous, qui sont économiquement peut-être moins intéressantes que des solutions conventionnelles. C'est un choix politique au sens noble du terme, pour dire on va faire le choix de ce type de produits avec des plastiques recyclés qui sont peut-être plus chers, mais on va l'expliquer aux consommateurs. On va faire le choix du verre au lieu du plastique parce que on va privilégier les ressources fossiles versus le réchauffement climatique. Enfin, cette trajectoire, elle est faite de, je dirais presque de haut et de bas sur des avancées techniques qui font que à un moment donné, telle solution apparaît mieux disante et quelques années après, c'est plus le cas parce qu'il y a une autre solution qui arrive. Et donc, il faut assumer ces choix de faire un effort ou de ne pas faire l'effort et il faut l'expliquer aux consommateurs. L'exemple du verre ou du plastique, c'est typiquement le cas avec le fait de recourir à des matières fossiles euh, et qui donc vont s'épuiser à un moment donné, le plastique, ou de recourir à des matières presque inépuisables, la silice, qui pour autant doivent se transformer avec une énergie importante et donc qui vont être facteurs émissifs ou en tout cas qui vont consommer du carbone. Donc il y a il y a pas de mauvais choix, faut assumer ses choix et nous la trajectoire qu'on utilise, ben, elle est faite comme je le disais, d'électrification du parc, de travail sur des tensioactifs locaux avec des laboratoires qui nous aident pour trouver des solutions économiquement viables, travail avec des fournisseurs d'emballage pour minimiser les impacts, travail avec les salariés et les équipes pour diminuer la consommation électrique, par exemple. On a le cas fin d'année l'année dernière, donc fin 2022, avec l'inflation électrique très forte, finalement l'impact carbone qu'on peut avoir, c'est de diminuer et de ne pas consommer d'électricité, tout simplement. Et donc on a lancé les Énergiades, les Olympiades de D'accord. l'énergie, où chaque manager de l'entreprise réunissait ses équipes pour faire émerger une solution au niveau de son activité personnelle, une solution au niveau du service et une solution au niveau de l'entreprise, et faire un petit peu le palmarès des meilleures solutions. Il y en avait 456 émises, donc c'est beaucoup. On Mmh. est 250 sur le site, donc Ah oui, ça a été très riche c'était en, riche, ouais. en émissions d'idées. Et au global, on a réduit en kilowatts l'hiver 2022-23, on a réduit de 17% notre consommation électrique. Donc Ah oui. il y a eu un vrai effet euh, de bonnes solutions court terme, de solutions qui ont nécessité quelques aménagements, quelques investissements, et des solutions
un petit peu humoristique où il fallait venir avec son chat sur les genoux pour se Se tenir au réchauffer. chaud ou avoir pour les étrennes un plaid en coton recyclé. Enfin bref. Mais au global, Oui. 17%. Donc il y a ça, c'est un enseignement aussi du bilan carbone ou en tout cas de l'amélioration de la trajectoire, c'est que seul on n'a pas forcément conscience de tous les leviers qu'on peut avoir. Il faut recourir à tout l'écosystème, l'écosystème externe et interne. L'exemple avec l'énergie et les salariés là est très parlant. Ben, on va rester sur ce mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier, pour ce retour d'expérience très inspirant et je vous souhaite une très bonne continuation, au laboratoire Sciences et Nature. Bien, merci Suzy et on continue sur notre trajectoire. À très bientôt. Au revoir. C'est la fin de ce premier épisode consacré au bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui, je l'espère, vous aura inspiré et ou donné des clés de compréhension pour réaliser votre propre BGS. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à lire la note de l'APCC, se poser les bonnes questions pour faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre utile, dont vous trouverez le lien en description de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de cette série, consacré au choix de son outil de comptabilité carbone. À bientôt!